Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et non plus à 14h. Et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nos émissions, la demi-heure radioactive, déjà 45 émissions, ont été principalement consacrées au nucléaire civil, mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'autre face de ce que notre invité appelle le Janus nucléaire, c'est-à-dire le nucléaire militaire, et plus particulièrement aux 210 essais nucléaires français menés entre 1960 et 1996 dans le désert algérien et en Polynésie française. Nous nous intéresserons aux raisons historiques qui ont mené à ce choix de faire la bombe atomique, et en particulier en France. Nous nous intéresserons également aux conséquences sanitaires et environnementales de ces essais et aux luttes des vétérans, des populations qui ont dû subir les effets de ces essais. Pour parler avec nous en une toute petite demi-heure d'un si vaste sujet, notre invité est Bruno Barillot, cofondateur de l'Observatoire des armements, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet dont nous vous donnerons les titres en fin d'émission. Bonjour Bruno Barillot. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, très bien, oui. C'est parfait, je vous entends très bien aussi, donc on est calé techniquement. Si vous le voulez bien, il serait probablement utile dans un premier temps de rafraîchir notre mémoire sur le contexte historique qui a amené des scientifiques, en particulier, je crois, Albert Einstein, à appuyer des recherches sur la bombe atomique. Oui, vous parler de Albert Einstein, c'est plutôt un scientifique qui a fait des recherches plus fondamentales, mais finalement, pour le point de départ de la bombe, c'est les découvertes à la fin, au milieu des années 30, 1930, hein. Oui. Par exemple, les découvreurs de la radioactivité artificielle, qui étaient Irène et Frédéric Joliot-Curie, ils ont découvert des radioéléments qui n'existaient pas dans la nature et qu'on pouvait fabriquer dans leur laboratoire. Et c'était en 1935. Et en particulier, ils ont découvert qu'on pouvait faire une matière nucléaire qui s'appelait le plutonium. Le plutonium qui n'existe pas dans la nature. Et puis, quelques années après, en 1938, toujours le couple Joliot-Curie, Otto Hahn, Kowarski, Alban, enfin c'est des scientifiques de différentes nations qui ont découvert alors qu'on pouvait fissionner, c'est-à-dire casser en deux des atomes très importants, très gros, comme les atomes d'uranium, et que cette fission pouvait produire une énergie formidable. Alors c'est bien évident que tout de suite, ça a intéressé les militaires, parce que on a pensé, c'est à partir de ce moment-là, donc en 1938, qu'on pensait pouvoir faire un engin explosif d'une très grande puissance en utilisant justement la fission nucléaire. Et donc voilà, les choses sont arrivées, la guerre est arrivée, et bon, les chercheurs, tant du côté de l'Allemagne que des États-Unis, se sont mis au travail pour faire cet engin qui allait révolutionner, disons, la guerre avec des engins qui étaient d'une extrême puissance, de 1000 à 10 000 fois plus importante que les plus grosses bombes classiques. Alors donc c'est en fait dans le contexte aussi de la montée du nazisme dans les années 30, et puis on peut peut-être parler un peu du projet Manhattan.
Oui, ben le projet Manhattan, c'est justement, enfin, disons, la décision américaine a été prise pour justement essayer de fabriquer cet engin avec bon tout un réseau de scientifiques et de militaires tout à fait très nombreux, extraordinaires, avec le secret évidemment imposé. L'objectif du projet Manhattan, hein, de faire la bombe, était d'arriver à plus vite que l'Allemagne, et on croyait que l'Allemagne avançait. Bon, là aussi, il n'y avait pas WikiLeaks à l'époque, Ouais. et donc on savait pas trop où en étaient l'Allemagne, les nazis, dans les recherches sur la bombe atomique. D'accord, et alors donc en 1945, on sait ce qui se passe avec, Hiroshima, Nagasaki, et dans la foulée, en France, c'est en octobre 45 que le général de Gaulle, décide de créer le commissariat à l'énergie, atomique. Oui, alors donc en 1945, donc c'est en octobre 45, c'est donc 2 mois et demi après Hiroshima et Nagasaki. Le général de Gaulle était chef du gouvernement provisoire, et donc il crée le commissariat à l'énergie atomique pour développer toutes les capacités du nucléaire. Bon, derrière la tête du général et des chercheurs qu'il a mis en place au CEA, qui était dirigé justement par Joliot-Curie. Joliot-Curie qui était plutôt pacifiste, hein, Mmh. mais donc l'idée c'était quand même de créer et de donner à la France une bombe atomique aussi, hein. C'était bon, ceux qui possédaient à cette époque-là, qui auraient possédé l'arme atomique, étaient les plus grandes puissances de l'époque. Et il faut se rappeler que la France était complètement Oui, en reconstruction, enfin. économiquement, reconstruction, donc ça, la bombe atomique lui aurait redonné un peu sa grandeur dans le concert des nations, hein. Donc c'était tout ce projet-là était dans la tête du général de Gaulle, qui créait le commissariat à l'énergie atomique. Alors bon, par la suite, il a fallu, comment dire, éjecter du commissariat à l'énergie atomique les chercheurs amis de Joliot-Curie, donc Joliot-Curie en tête, qui étaient plutôt pacifistes, qui étaient contre l'utilisation militaire du nucléaire. Donc ça s'est fait à partir de 1950. Hein, on a éjecté, on a provoqué la démission de Frédéric Joliot-Curie. Et puis, au fur et à mesure des années, pendant la Quatrième République, on a mis en place tous les laboratoires, les centres de recherche pour arriver à construire, à concevoir les engins nucléaires qui exploseront au Sahara le 13 février 1960. Donc on est bientôt à la... Voilà, au triste anniversaire, parce que donc en fait, donc effectivement, le premier essai, c'est le 13 février 1960, c'est la gerboise bleue, hein, je crois, qui a eu lieu en Algérie, à Reggane. Est-ce qu'on peut, je crois qu'il y a eu plus de 200 essais, donc tout d'abord en Algérie, et puis, par la suite, en Polynésie française. Est-ce qu'on peut juste rappeler combien il y a eu d'essais, conduits en France? Pourquoi il y a eu un changement de lieu à un moment donné? On voulait plus faire ça en Algérie, mais on a décidé sur la Polynésie, avant d'attaquer les conséquences, sanitaires, et environnementales. Oui, alors pour résumer, hein, à grands traits, au Sahara, en Polynésie, au Sahara, on a effectué 2 types d'essais, hein, et sur 2 lieux différents.
Donc les premiers essais étaient aériens. Il y en a eu 4 à Regan, qui est au centre du Sahara. Et puis des essais souterrains qui ont été faits. Il y en a eu 13 dans une montagne du Tanapela, qui est un peu au nord de Tamanrasset. Le lieu dit exact, c'est Ineker. Donc c'est pourquoi ces deux sites. Il faut rappeler que donc en 1960-61 c'était Reagan et l'Algérie est devenue indépendante en 1962. Donc le gouvernement algérien a accepté que la France puisse continuer ses expériences dans le cadre des accords d'Évian et pendant 5 ans. En attendant de trouver un autre lieu. D'accord. Et donc, il n'était pas question non plus de faire des essais aériens. Et donc, les essais ont pu être des essais souterrains dans le flanc d'une montagne, de la montagne du Tanapela. Alors tout ça, c'était en préparant en attendant la préparation des sites d'essais de la Polynésie française. Alors, c'est pas uniquement, il y a cette raison-là, la raison politique, l'indépendance de l'Algérie, donc, et puis bon, une modalité des accords d'Évian qui autorisait les 5 ans de présence encore française pour ces expériences. Mais l'objectif des militaires et du commissariat à l'énergie atomique, c'était de fabriquer la bombe thermonucléaire. C'est-à-dire, c'est une bombe, ce qu'on appelle la bombe H, ou la bombe à hydrogène. Oui. Et un autre système, c'est pas la fission, dont j'ai parlé tout à l'heure. La fission, c'est qui casse les atomes. C'est plutôt la bombe H, c'est une bombe à fusion, c'est-à-dire on s'arrange pour faire fusionner des atomes d'hydrogène. D'hydrogène radioactif, etc. Enfin bon, je ne vais pas m'engager dans les détails. Peut-être on en reparlera un petit peu tout à l'heure, si on aborde si on a le temps d'aborder le projet ITER. Voilà, c'est ça. Alors donc pour faire une bombe H qui était de très grande puissance, on savait que les États-Unis les avaient déjà faites depuis 1953-54, et donc il fallait un espace beaucoup plus grand que le Sahara, et que ça serait pas possible étant donné qu'il y a en particulier des pays voisins des sites du Sahara qui sont indépendants. Et donc ça aurait été trop compliqué au niveau diplomatique et au niveau technique de faire des essais thermonucléaires au Sahara. Donc il a fallu choisir un autre lieu, qui était une colonie française, enfin une colonie. Oui. Les territoires d'outre-mer, c'est tout à fait, c'est une appellation d'une colonie. C'était ce que c'était à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 1964, on a demandé, la France a demandé la prise, la propriété des 2 atolls de Mauroy et Fangatofa en Polynésie française pour y effectuer ces essais nucléaires. Donc en Polynésie, donc à Mauroy et Fangatofa, il y a eu aussi deux types d'essais. Alors on a repris, alors qu'on avait arrêté depuis 1961 les essais aériens, qu'il y avait eu un traité d'interdiction des essais aériens dans le monde par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS en 1963. La France reprend des essais aériens en 1966. Donc il y en a eu 46 de 1966 à 1974 essais aériens. C'était des véritables bombes. Donc l'objectif, c'était d'arriver à mettre au point cette fameuse bombe H. Et ça a été assez laborieux. Et la première bombe H a explosé au-dessus de l'atoll de Fangatofa le 24 août 1968. Et donc
bon, il y a eu d'autres explosions, évidemment, pour faire des mises au point jusqu'en 74. 74, il y a eu, à la suite de protestations au niveau des États du Pacifique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Fidji, qui avaient même été jusqu'à la Cour internationale de justice pour protester contre la France, lui demander d'arrêter ses essais nucléaires. Eh bien, Giscard d'Estaing, arrivant au pouvoir en France en 1974, décide, après une dernière campagne de tir, de passer aux essais souterrains. Et donc, il y en a eu 147 essais souterrains à Mauroy et Pangatopa, c'est-à-dire on a creusé des puits un peu, alors sous le platier, c'est-à-dire la zone des sols des atolls, et puis ensuite, comme les sols étaient très très ébranlés, il y avait des pailles, il y a eu des effondrements qui se sont produits, et donc on a fait avec la méthode offshore sous les lagons, au milieu de l'atoll, il y a un lagon. On a creusé des puits avec la méthode offshore pour faire ces essais souterrains. Donc 147 en tout. Hein. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a interdit les essais aériens? On a interdit parce que il y avait la communauté scientifique au niveau international, en particulier, il y a eu des grands mouvements à la fin des années 50 pour interdire, exiger des trois puissances nucléaires de l'époque, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, d'arrêter leurs essais au nom de la santé publique de l'humanité. Hein, les chercheurs, les généticiens, il y a eu des prix Nobel étaient engagés. Disons, il y a eu un grand mouvement scientifique à cette époque-là qui ont fait que la question a été posée au niveau international et que bon, il y a eu un temps un moratoire en 1959, c'est-à-dire que les trois puissances nucléaires de l'époque ont arrêté leurs essais aériens. Et puis, ça a repris en 1962 pour les affaires, à la suite de l'affaire du fameux U-2, je sais pas, bon, peut-être les historiens se rappelleront de ça. C'était une action d'espionnage des Américains au-dessus de l'Union soviétique. Et donc, ça avait cassé les relations, et donc chacun de son côté avait repris des essais en 1962, en attendant de signer le 5 août 1963 le traité d'interdiction des essais aériens. Donc le 5 août, c'était à la veille de l'anniversaire d'Hiroshima, qui était le 6 août. Donc en fait, c'était pour des raisons sanitaires, mais alors que les essais souterrains n'avaient aucune conséquence. Alors non, là, il faut pas. Bon, ça c'était pour calmer le jeu Voilà, oui. et tout ça, mais dire que les essais souterrains n'ont eu aucune influence. Bon, c'est évident que les essais souterrains normalement ne provoquent pas de nuages radioactifs qui font le tour de la Terre, etc. Ben bon, et qui polluent par les retombées. Mais il y a eu, moi je connais plus en ce qui concerne la France. Les essais souterrains ont provoqué des fuites radioactives, hein, et donc il y en a eu 1 sur 3 des essais souterrains qui a provoqué des fuites radioactives. Ce qui veut dire que les personnels qui étaient autour et qui travaillaient sur les sites ont été probablement aussi contaminés par les fuites des essais souterrains. Alors, je sais qu'aussi aux États-Unis, il y a eu aux États-Unis et en URSS, on sait qu'il y a eu des essais souterrains qui ont provoqué des fuites aussi, donc, et qui ont pollué à titre définitif des sols et des sous-sols sur les sites d'essais un peu où les puissances nucléaires ont effectué des essais souterrains. Alors justement, on va passer
aux conséquences, hein, sanitaires et environnementales de ces essais. Alors je crois que vous êtes plus, enfin vous êtes penché, sur les conséquences en Polynésie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des territoires, en Polynésie qui sont maintenant, définitivement, inapprochables? Est-ce que Parce que Alors, quand on a pratiqué oui, 140 oui, essais, enfin bon, souterrains, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre en surface? Je alors, bon, c'est vrai qu'il faut aussi tenir compte du fait que la radioactivité, c'est-à-dire les retombées radioactives des essais aériens qui ont arrosé toute la Polynésie, hein. La Mmh. Polynésie, c'est grand comme l'Europe, hein, donc c'est immense comme territoire, hein. Bon, ben, bien sûr, il y a beaucoup d'océans, mais les îles sont réparties sur un territoire grand comme l'Europe. Et donc, la décroissance radioactive a fait que aujourd'hui, c'est pas véritablement, il n'y a pas véritablement de zone à part les deux atolls qui sont perdus à titre définitif. Bon, pour toute l'histoire probablement de l'humanité, que sont les atolls de Mororoa et Fangatofa. Le reste de la Polynésie est bon habitable, hein. Mmh. Mais les conséquences, disons, des essais nucléaires et leurs conséquences très graves sont dans la santé des Polynésiens, des gens qui ont vécu en particulier à la période des essais aériens et qui ont vécu en respirant, en inhalant des poussières radioactives ou en mangeant du poisson, des produits de leur agricole, des produits de leur jardin qui étaient contaminés par les retombées radioactives. Et tout ça, bon, toutes ces, il y a, on voit le résultat sanitaire. Par exemple, aujourd'hui, pour une population quand même qui n'est pas très nombreuse, par exemple en Polynésie française, il y a 270 000 habitants en tout, hein, dans toutes ces, Oui. on a quand même 640 nouveaux cas de cancer qui se déclarent par an depuis au moins une dizaine d'années. Hein, parce qu'on n'a pas pu recenser la période auparavant, parce que en fait, le système de santé de la Polynésie française a été très longtemps trusté, y compris la santé publique civile, disons, a été dirigée par la médecine militaire. Mmh. Donc, on n'avait aucune statistique, aucune, évidemment, les Le militaires secret, font tout ça dans le secret. secret Et défense, là, oui. donc, ce qui fait que depuis 10 ans, on constate il y a maintenant, c'est sous la responsabilité d'un service de santé civil, on constate qu'il y a, bon, comme je disais, 640 nouveaux cas de cancer. On a 4 fois plus de cancer de la thyroïde en Polynésie que la moyenne mondiale. On a 2 fois plus de leucémie, en particulier de leucémie des enfants, que la moyenne mondiale. Voilà les résultats des expériences nucléaires au niveau sanitaire. C'est là que c'est dans la santé des gens qu'on repère les conséquences des essais nucléaires, plus que maintenant en faisant des analyses de sol, même si on trouve toujours quelques traces, hein, parce qu'il y a des produits radioactifs qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, qui se sont enfoncés dans les terres avec les pluies, qui sont allés au fond de l'océan bon, et tout ça. Et donc euh, on trouve encore des traces, par exemple de césium 137 ou de strontium 90 qui subsistent de la période des essais aériens sur toutes les îles de la Polynésie, hein, même à 1000 km, à plus de 1000 km du point zéro, c'est-à-dire de Mororoa ou de Fangatofa.
Alors c'est un triste parallèle évidemment avec ce qu'on dénonce ici, hein, sur, le nucléaire civil et les conséquences sanitaires du nucléaire civil. Alors, les populations, se sont quand même, mobilisées, les vétérans aussi pour, faire connaître la vérité. Donc il y a eu des associations qui se sont créées et qui sont parvenus à obtenir qu'en janvier 2010, une loi soit passée par décret, la loi Morin, qui est une loi, d'indemnisation. Alors, est-ce que cette loi est efficace? Je j'ai la réponse, pardon, mais voilà, combien d'indemnisations ont été accordées? Combien de maladies, de pathologies ont été reconnues? Alors, pour revenir un peu d'abord sur l'histoire des associations, les associations ont été créées en Polynésie et en France en 2001. Et il a fallu une longue bataille pour obtenir cette loi, hein. Elle n'a pas été donnée généreusement par J'imagine. le gouvernement français. Et donc, il y a eu plus de 18 propositions de loi qu'on avait fait déposer par des parlementaires, députés ou sénateurs. Et finalement, la dernière proposition à l'époque qui a fait un peu déborder le vase à l'Assemblée, c'est une proposition qui nous convenait tout à fait, qui était la proposition de Christiane Taubira, qui était alors député socialiste, et donc c'était en 2009, et donc lorsque Christiane Taubira, qui était dans l'opposition, a déposé sa proposition de loi, le ministre de la Défense à l'époque, M. Morin, a dit on arrête la discussion de cette proposition de loi. Moi, je vous promets de vous faire un projet de loi, une vraie loi, dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est parce que la droite voulait à l'époque faire sa propre loi. Donc c'est une loi qui a été contestée dès sa publication en 2010 par nos associations parce qu'on pensait qu'elle serait inefficace et en fait le résultat au bout de 3 ans, bon, il s'agissait, la loi autorisait à déposer des dossiers de demande d'indemnisation pour les personnes qui étaient sur les sites et avec des conditions un peu draconiennes. Il y a eu plus de 800 dossiers qui ont été déposés, 880 je crois, dossiers qui ont été déposés. Et au bout de 3 ans, on a eu seulement 12 personnes qui ont été indemnisées. Hein. Donc, ça fait, et pour des sommes quasiment dérisoires, puisque des crédits avaient été votés pour l'indemnisation des victimes, et les crédits, il y a eu à peine 5% des crédits qui étaient prévus, qui ont été dépensés pour les 12 indemnisations. Donc c'est tout à fait bon un échec de cette loi. Finalement, une loi d'indemnisation qui indemnise quasiment personne. Et c'est moyennement étonnant quand on sait que en fait, c'est le ministre de la Défense qui a la responsabilité de décider, c'est ça? Voilà, c'est le ministre de la Défense. Et puis, bon, il y a bien sûr un comité d'indemnisation, mais il est entièrement sous la coupe du ministère de la Défense. Et donc, les personnalités de ce comité d'indemnisation sont des fervents du nucléaire et qui pensent que, en particulier, la plupart, enfin bon, sont connus, des scientifiques qui font partie de ce comité d'indemnisation sont connus pour nier les effets sanitaires des faibles doses de radioactivité. Dont nous parlons très souvent ici. Oui. Font partie, disons, les risques font partie de ce qu'on appelle les faibles doses de radioactivité. Donc, tant qu'on en reste avec aussi des personnalités qui conseillent le ministre et qui examinent les dossiers et qui sont très peu favorables à remettre en cause certains dogmes
diffusée par le lobby scientifique nucléaire, donc de la quasi-innocuité des faibles doses de radioactivité. Je pense que bon, si on en reste avec cette méthode-là, on aboutit aux résultats qui sont connus, c'est-à-dire qu'on indemnisera quasiment personne. Mais on pourra continuer, sans aucun problème les programmes de nucléaire, civil, puisque le nucléaire n'est pas dangereux. Enfin tout ça est, alors on est arrivé à la fin de notre demi-heure. J'aurais voulu qu'on parle un tout petit peu d'ITER, si on nous laisse 2 minutes en technique. On me dit que oui. Parce qu'en fait, ce projet, ITER à Cadarache, là, pas très loin de Marseille, c'est quand même l'exemple de la recherche civile qui pourrait avoir des applications militaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Oui, par d'une rapport à certaine manière l'hydrogène, aussi, à la fusion c'est et d'une ouais. certaine manière le projet ITER, c'est comment maîtriser la fusion nucléaire, c'est-à-dire les bombes H. On n'est pas arrivé. Tandis les actuelles centrales nucléaires, c'est des applications de la fission nucléaire, Mmh. de la bombe atomique. Et donc ITER, c'est la fusion de l'hydrogène qu'on essaye de maîtriser, de canaliser. Hein. Et donc, bien sûr que moi je pense que ITER est dans la droite filiation de la recherche et des activités militaires, donc des bombes H. Mais c'est évident que en produisant, il faudra produire du tritium. Mmh. Et le tritium, le problème de nos bombes actuelles, hein, de l'arsenal français, c'est qu'on a besoin d'avoir toujours du tritium parce que la durée de vie du tritium est assez courte. Hein, il faut changer les capsules de tritium qui sont dans les bombes à peu près entre 7, 8 et 10 ans. 10 ans, ouais. Et donc, on a besoin de continuer à produire du tritium, y compris pour les bombes, et puis peut-être pour la recherche de ITER, si on arrive à maîtriser cette fusion nucléaire, ce qui serait je sais pas, moi je suis pas spécialiste de ITER, hein, je sais un peu sur le principe, mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé à véritablement maîtriser. On n'y est pas encore. Il y a encore pour des années avant que ce projet puisse être valide au niveau, par exemple, industriel pour produire de l'électricité. Oui, oui. Mais ça serait d'ailleurs étonnant. C'est des projets. On parle depuis. Je ne sais pas, depuis qu'on connaît le principe de la fusion nucléaire, on en parle depuis dans les milieux scientifiques. On parle de fusion froide, de tout ça. Et en fait, on peut arriver à faire ça peut-être avec quelques atomes en laboratoire, mais sur un plan industriel, ça paraît plus compliqué. Et donc c'est ça. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. Mais bon, là, je dis, tout en n'étant pas, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est un projet vraiment très, très utopique, disons. Voilà, mais c'était intéressant d'entendre parce que nous, au collectif Antinucléaire 13, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, c'est-à-dire que la production de tritium, c'est pas tout à fait, anodin. Voilà, là, on est vraiment arrivé à la fin de notre émission, donc on va vous remercier. On va donner les coordonnées de votre, du site, internet de votre, association qui est très, très, très riche en informations. Donc c'est www.obsarm.org comme, observatoire, des armements, et vous pourrez, vous y procurer les ouvrages de Bruno, Barillot, entre autres Le complexe nucléaire, des liens entre l'atome civil et l'atome militaire, Essais nucléaires français, l'héritage empoisonné, et Victimes des essais nucléaires, histoire d'un combat. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio sur, notre blog Collectif Antinucléaire.
13wordpress.com. On va remercier Sidi à la technique et on se retrouve dans 15 jours et merci à vous, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Au revoir, à Au bientôt. revoir.